Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour ce grand débat organisé dans le cadre des législatives. À mes côtés pour animer cette émission, Olivier Sclavo, journaliste à l'agence de Nice Métropole. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est l'avenir politique de la 5e circonscription qui nous préoccupe. Olivier, à quoi ressemble ce territoire ? Écoutez, ce territoire abrite 118 393 habitants exactement. Il compte un peu plus de 90 000 électeurs. La 5e circonscription couvre 28 communes, dont les quartiers ouest de Nice, mais aussi la plaine du Var et les vallées de la Vésubie et de la Tinée. C'est une circonscription qui, historiquement, est estrosiste, partagée entre le littoral et la montagne. En 2022, c'était Christelle Dintorni qui a remporté l'élection avec 57,5% des suffrages exprimés contre 42,4% pour Marine Brenier. Et Christelle Dintorni est candidate à sa réélection, mais nous n'aurons pas le plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Cette proche d'Éric Ciotti, ancienne maire de Reims-Place, n'a pas souhaité participer à ce débat pour deux raisons, dit-elle. D'une part parce qu'elle souhaite privilégier une campagne de terrain, et d'autre part parce qu'elle ne souhaitait pas s'abaisser, ce sont ses termes, à débattre avec l'un de ses concurrents, Gaël Nofri. Ce dernier, n'en doutons pas, se fera un plaisir de lui répondre ici. Sur notre plateau aujourd'hui, Fabrice Decoupigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal et métropolitain dans l'opposition à Nice, exact. Membre d'Europe Écologie Les Verts, investi par le nouveau Front Populaire. Vous êtes maître de conférence à l'université, directeur du département de géographie. Non, pas directeur du département, uniquement de la licence professionnelle. Voilà. C'est déjà très bien. Sur ce plateau également, Agnès Benkemoun, bonjour. Bonjour. Vous portez ici les idées de Lutte ouvrière, le parti de Nathalie Arthaud, dont vous êtes également référente départementale. En 2022, vous étiez déjà candidate dans la 5e circonscription, et dans la vraie vie, vous êtes médecin biologiste. Tout à fait. Avec nous également, monsieur Axel Wittsten, bonjour. Bonjour. Vous êtes investi par le parti Écologie au Centre, un parti présidé par un Niçois, Jean-Marc Governatori. Vous étiez déjà candidat en 2022 dans la 7e circonscription. Vous habitez Carrosse. Oui. Et vous êtes un militant écolo de longue date, Oui. mais également transporteur routier dans la vraie vie. Bien. Et enfin, Gaël Nofri, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Nice, notamment délégué au territoire des collines niçoises, membre du parti Horizon et représentant ici de la majorité présidentielle. On connaît votre parcours politique sinueux qui vous a conduit du Front National à Christian Estrosi en passant par Debout la France. On vous connaît moins en tant qu'historien et passionné de Napoléon. Effectivement. Nous comptons également, donc en plus de Christelle Dintorni qui a choisi de ne pas venir débattre, Patrice Benoît est également en lice pour ces élections, bien qu'il ne soit pas sur ce plateau. On se souvient de lui pour sa mobilisation auprès des antipasses et des gilets jaunes. En 2022, sous l'étiquette Divergent, il a fait campagne dans la 3e circonscription et il se présente cette fois-ci comme candidat indépendant. Et nous commençons tout de suite par le bilan de ce mandat, réduit à 2 ans par la volonté présidentielle. Gaël Nofri, quel regard vous portez sur le mandat de Christelle Dintorni ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a un sujet dans ce débat aujourd'hui, c'est que la candidate sortante a décidé de ne pas se présenter devant les électeurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai mon parcours politique et je n'ai jamais nié, caché, menti. Moi, à 25 ans, pendant 2 ans, effectivement, quand Marine Le Pen a pris le Rassemblement national, j'ai cru qu'il était possible de faire changer les choses. Il m'a fallu 2 ans pour me rendre compte que tel n'était pas le cas. J'avais 25 ans, c'était il y a un peu plus de 15 ans aujourd'hui. Et je peux dire à Christelle Dintorni pourquoi elle a tort de faire ce qu'elle fait, pourquoi elle amène le pays dans une impasse, pourquoi c'est une erreur de fond, une erreur pour la France. Elle a choisi de ne pas venir débattre aujourd'hui, parce qu'elle cache cette alliance. Tout est entendable. Elle ne venait pas débattre contre Gaël Nofri, elle venait débattre devant les électeurs. C'est le respect que l'on doit aux électeurs, de se présenter tel qu'on est, avec sa part de sincérité, avec ses choix. Aujourd'hui, elle a une affiche, une profession de foi que je vous invite à lire. Il n'y a pas écrit nulle part RN, il n'y a pas écrit nulle part Jordan Bardella, nulle part Marine Le Pen. À un moment donné, on peut tout assumer devant les gens, mais il faut avoir le courage de mouiller la chemise, de dire les choses comme elles sont. Et son bilan, puisque c'était votre question, c'est celui-là, celui d'une députée qui n'a fait que de la com, qui n'a que fait
qui essayait de masquer la vérité. Son bilan, il se mesure en nombre de courriers qu'elle a envoyés. Elle a même envoyé des courriers à Elon Musk pour faire changer Twitter. Bon, mais c'est pas ça qu'on attend d'un député. Un député, il doit travailler au service de son territoire, travailler pour une législation, et pas seulement faire des coups politiques et des slogans. Monsieur Axel Wittsten, que pensez-vous du mandat de Christelle Dintorni ? Je pense que c'est un petit peu difficile de le juger parce que, étant donné qu'il a été raccourci, les 2 premières années, c'est pareil pour un maire, il faut un peu se mettre en route, découvrir un peu les dossiers. Bon, après, c'est vrai qu'elle a été parrainée par Éric Ciotti, donc qui lui connaît les dossiers très à fond, donc elle aurait pu se mettre un peu plus en route vite, mais je peux pas faire de jugement vraiment sur le fait que je peux faire un reproche au mouvement Les Républicains, disons qui a permis à M. Macron d'arriver, de tenir 2 ans, puisque les autres oppositions ont fait plusieurs motions de censure pour le renverser, et donc ils l'ont quelque part protégé pour ensuite avoir été surpris par cette dissolution. Donc voilà, ça montre bien qu'il ne faut pas faire confiance au président de la République. Voilà. Madame Benkemoun. Alors, moi, je pense que depuis plusieurs années, c'est une aggravation, y compris dans ce mandat, et je ne parle pas que de la 5e circonscription, mais bien sûr de l'ensemble du pays, c'est une dégradation constante de la situation du monde du travail. On parle de catastrophe à venir, qui sera peut-être pire, mais déjà, pour plein de gens, c'est une catastrophe. La circonscription, elle recouvre le quartier des Moulins, notamment, et le bas de la plaine du Var, où il y a énormément de travailleurs qui font des petits boulots, qui font 1 boulot, 2 boulots, 3 boulots. Je pense à des femmes de ménage, je pense à des gens de l'aéroport qui sont dans la sûreté, qui sont des bagagistes. Enfin, c'est une vie de dingue, et avec une aggravation des conditions de travail. Et ça, la politique de Macron, au niveau national, elle a aggravé les choses. Elle a aggravé les choses avec notamment la dernière loi, pour prendre la plus récente, la loi sur le chômage, la restriction le raccourcissement des indemnités chômage. Et en permanence, on tape sur les plus pauvres. Et dans la 5e circonscription, c'est exactement la même politique qu'ailleurs qui a été menée et qui est une catastrophe pour l'ensemble du monde du travail. Bon, rappelons tout de même que Mme Dintorni n'était pas dans la majorité présidentielle, elle était tout à fait, mais je pense, oui, tout à fait, mais je pense que la politique qu'il mène, que la droite mène, alors Ciotti, je ne vais même pas rentrer dans les tripatouillages entre Ciotti et Éric Ciotti et le RN, parce que ça dégoûte, et ce qu'on voit, c'est que les gens qu'on rencontre, ils sont dégoûtés. C'est quand même les abstentionnistes qui sont les majoritaires dans le monde ouvrier. D'autres qui sont tellement déboussolés qui vont voter RN ou autre chose. Mais ces tripatouillages de circonscription, etc., ça dégoûte encore plus pour la politique, vis-à-vis de la politique. Monsieur de Coupigny, qu'est-ce que ça vous inspire, ce mandat raccourci qu'a effectué Christelle Dintorni à l'Assemblée nationale ? Pour parler de bilan, il faut déjà qu'il y en ait un. n'a pas beaucoup travaillé. Moi, je ne tiens pas à parler de ça. C'est insignifiant. Mais quand même, ça laisse présupposer quelque chose sur la future peut-être majorité relative qu'ils ont peut-être le Rassemblement national. Ça veut dire quoi? Je refuse de débattre. Ça veut dire qu'ils vont faire exactement la même chose à l'Assemblée nationale. Ça va obligatoirement gouverner par des rafales de 49.3. C'est tout. C'est ça que ça présuppose. Voilà, c'est tout. Que veulent les Français? Est-ce qu'ils veulent quelque chose? Une république sociale, solidaire, qui débat. Voilà, le débat fait partie de la République. Bien. On enchaîne sur l'actualité politique avec une première question pour vous, Gaël Nofri. C'est pas difficile de combattre une députée sortante, Christelle Dintorni, qui appelle à cette union des droites que vous avez vous-même appelée de vos voeux très longtemps, pas uniquement en 2012, vous avez, très longtemps jusqu'en 2022, en fait, vous vous êtes rapproché de ce qu'on appelle des extrêmes. Est-ce que ça vous paraît pas, difficile, oui, de vous opposer à quelque chose que vous défendiez encore pas du tout récemment? Parce que j'ai toujours dit, et je l'assume tout à fait, qu'il y avait dans les électeurs, que vous appelez d'extrême droite, en tout cas dans les électeurs Rassemblement National, des gens qui, par désespoir, aussi par sentiment de trahison, par sentiment
d'incapacité du pouvoir public à répondre à leurs aspirations s'était tourné vers eux. Et je continue à dire que chez ces gens-là, il y a une immense majorité de gens qui ne sont ni racistes, ni antisémites, mais qui juste ont besoin qu'on mette un terme à ces espérances trahies. Moi, je suis aujourd'hui candidat de la droite républicaine, je suis candidat avec Christian Estrosi, je suis candidat Horizon, effectivement. Je suis candidat surtout parce que je suis un élu de territoire ancré dans le réel. Et aujourd'hui, Christelle Dentorny, moi je suis désolé de vous le dire, mais elle n'assume pas. Et quand elle n'assume pas quoi ? Elle n'assume pas d'abord le programme économique du Rassemblement national. C'est l'exact inverse de tout ce qu'elle a voté. Vous me demandiez son bilan. Elle a voté exactement l'inverse de ce qu'aujourd'hui elle prône. Elle nous a expliqué pendant des mois avec Éric Ciotti que sur l'immigration, sur la retraite, ça n'allait pas assez loin. Et maintenant, elle annonce qu'elle va voter pour la fin de la réforme qui a été mise en place. Elle nous a expliqué que pas assez de monde payait d'impôts. Aujourd'hui, elle nous explique qu'ils vont supprimer les impôts pour les moins de 30 ans, quels que soient les revenus qu'ils vont toucher. Ce qui veut dire faire peser encore plus d'impôts sur des gens qui déjà en payent. Pourquoi 30 ans, c'est des mesures complètement démagogiques qu'ils ont dénoncées comme un enfer fiscal et comme irréalistes il y a 15 jours et qui aujourd'hui sont devenus ce qu'il faut pour la France. Monsieur Éric Ciotti est allé s'asseoir à côté de Monsieur Bardella devant les patrons pour dire oui, je suis d'accord avec tout, alors que pendant 1 an, pendant 2 ans, ils ont voté exactement l'inverse en disant mais on va pas assez loin, il faut plus de rigueur, plus de machin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. En fait, ils sont candidats contre eux-mêmes. Juste un mot, vous aviez l'air d'avoir un problème avec le terme d'extrême droite. Ça vous pose un problème ? Non, il y a des gens d'extrême droite, mais quand on parle des électeurs, je pense qu'il y a plein d'électeurs... On parle des partis. Oui, non, si vous parlez des partis, c'est une chose. Je vous parlais des électeurs. Quand je vous disais qu'il y a une immense majorité des électeurs qui ne sont justement pas d'extrême droite, qui juste ont besoin d'un peu d'espérance, qui sont sentis trahis d'ailleurs par la droite aussi, sur les problèmes, trahis par la droite sur les promesses de sécurité, trahis par François Hollande sur les problèmes, sur toute la question sociale et l'espérance qu'il avait fait naître chez le peuple de gauche, trahis par Emmanuel Macron aussi sur un certain nombre de sujets, sur aussi une méthode de gestion du pouvoir. Donc ces gens-là, ils ne sont pas tous à rejeter dans l'extrême droite. Au contraire, je pense que la démocratie, c'est d'aller chercher les électeurs et de leur prouver qu'il y a une voie. Merci. Monsieur Witzen, vous êtes membre donc d'un parti Écologie au Centre qui a toujours eu de grandes ambitions, mais réalisé de petits scores dans les urnes. Alors, notre question, est-ce que votre candidature se rapporte seulement à du témoignage ? Oui, c'est un peu difficile comme question, dans le sens que malheureusement l'évolution des idées se fait très très lentement. Ça a toujours été le cas. Il y a une citation de Victor Hugo qui ne me revient pas, mais voilà. Donc non, mais si on postule pour être député, c'est qu'effectivement, s'il se trouve que je fais 33,5% et que je suis qualifié pour le second tour, ben, je vais le faire. Voilà, donc après j'ai mes qualités, mes défauts, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc voilà. Donc c'est dans la pratique, je suis, du point de vue des idées, je suis très proche de Jean-Marc Gouveratoris, de tout ce qu'il a travaillé. Intellectuellement, vraiment, on est en phase. Donc être député, c'est travailler dans des groupes, voilà, comme la Convention citoyenne sur le climat, donc faire avancer les choses, puisqu'on voit bien qu'actuellement, on est en train de plonger. Donc il faut changer de direction d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Agnès Benkemoun, Lutte ouvrière se lance dans cette élection sans le nouveau Front populaire. Votre gauche est à ce point différente de, par exemple, le nouveau parti anticapitaliste ? Alors oui. Nous, on se présente donc Lutte ouvrière dans 550 circonscriptions. C'est un énorme effort qu'on a tenu à faire. Je pense qu'on doit être le parti qui se présente le plus dans le plus de circonscriptions, parce que on veut que les travailleurs puissent s'exprimer en leur nom, sur leurs préoccupations. Et on ne pense pas qu'il y ait de sauveur suprême. On pense que c'est par des bagarres, par des luttes qu'on pourra changer des choses. Et c'est ça notre grande différence avec
le nouveau Front populaire qui, on pourrait discuter de ce nom, qui est à mon avis usurpé, mais enfin en tout cas de la gauche, qui va encore faire des promesses, qui a déçu, qui a sa responsabilité dans la montée du Front National, enfin du RN et des idées d'extrême droite, bien plus généralement que du vote d'ailleurs, de ces idées racistes, de division qui imprègnent la société. Donc la gauche, elle a sa responsabilité là-dedans. Ils ont été au gouvernement, donc nous, on ne veut pas de promesses, on ne veut pas du tout s'allier à ce gouvernement, enfin à ce Front populaire qui là aussi a fait des magouilles, enfin on va pas dire des magouilles, je suis des accords, des désaccords, des gens qui s'insultaient quelques semaines avant se mettent ensemble. Mais enfin, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est surtout de dénoncer la politique de Macron, dénoncer les idées du RN parce qu'elles divisent le monde du travail et quand on est divisé, on ne peut pas se battre. Et nous, on pense que le monde du travail, il faudra qu'il se batte dans les entreprises un jour. Et que c'est la seule solution. On nous amène à une catastrophe. Au niveau international, ça va être la guerre. C'est une catastrophe. Il faut que le monde du travail se défende et qu'il s'exprime. Des gens qui n'ont pas d'illusions dans les promesses des politiciens. Merci. On reste à gauche. Fabrice de Coupigny. Vous êtes écologiste. Oui. Est-ce que cela ne vous pose aucun problème de défendre aussi les idées du Parti socialiste et de la France insoumise que vous fustigiez encore il y a 2 semaines? Ah, jamais. Jamais. Jamais fustigé les idées. Alors, vous n'avez pas fait vous-même, mais disons que vos partis se déchiraient. Non. On va remettre un peu l'église au centre du village. Pardonnez-moi. Avant les européennes, on en a tous été témoins. Il y a eu des remarques des partis qui traitaient les autres d'antisémites. Il y a eu des choses très graves qui ont été dites. Vous faites table rase. Ça vous pose aucun problème? Écoutez, on nous classe dans l'extrême gauche. Je suis bien content que Mme Benkelmoun soit là, parce que c'est la preuve même que nous ne sommes pas d'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est Lutovo. Et j'en suis fière. C'est la gauche parlementaire. Voilà. Maintenant, il faut arrêter les procès d'intention. Nous, on est là, on a fait une union de la gauche contre le Front National. Et je dis bien le Front National, parce qu'il y a un front populaire républicain, et c'est nous. Et il y a un Front National avec le Rassemblement National, avec LR. C'est ça que je vois. Voilà. Maintenant, il est clair, net et précis que le seul front républicain qui est présent en France, c'est le nôtre. Voilà, le Front populaire. Bien, il n'y a pas de candidat LR, canal historique sur ce territoire, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais on va les appeler comme ça, non ciotistes on va dire. Selon vous, c'est parce qu'ils n'ont trouvé personne ou parce qu'il y a un accord secret avec les macronistes? Monsieur Gaël Nofri. Alors, d'abord, je ne me décris pas du tout comme candidat macroniste, et ce matin avait eu la gentillesse, au moment des élections présidentielles, de bien vouloir le préciser. Horizon fait partie de la majorité présidentielle? Non, pas du tout. Horizon ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Horizon a fait partie de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est morte au soir de la dissolution. Et moi, je suis candidat de la droite républicaine dans cette circonscription, sur une ligne de droite. Et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai toujours été, et j'assume cette ligne. Et je ne suis pas d'accord avec Fabrice de Coupigny. Aujourd'hui, la seule possibilité, justement, parce que les LR, à qui Horizon a tendu la main dans plein de circonscriptions, en ne présentant pas de candidats contre eux, ou même en soutenant des candidats LR ayant refusé l'alliance avec le Rassemblement national, eh bien, moi je vois ça comme une main tendue, dans cette 5e circonscription, mais c'est pas que ça flirte. Moi, je le dis très clairement. Moi, je dis très clairement que avec les LR de Michel Tabarot, je serai tout à fait d'accord avec le MoDem, avec Horizon, avec l'UDI, de constituer une majorité de droite, de gouvernement, de projets qui, bâtis sur des projets, pourraient emporter la majorité. Et quand Fabrice de Coupigny dit aujourd'hui où est le front républicain, je ne sais pas moi où est le front républicain, ce que je sais c'est que dans cette circonscription, c'est Bellamy, je suis dans cette circonscription, elle a voté Rassemblement National. Dans cette circonscription de façon très pragmatique et politique, et si j'en crois encore votre article de ce matin, je suis le seul en capacité, si j'accède au second tour, à éviter que cette circonscription ne passe dans l'escarcelle du RN et dans l'escarcelle dont Fabrice de Coupigny lui-même disait tout à l'heure, le jour où ils seront élus, il n'y aura plus à l'Assemblée ni débat ni interrogation sur rien, puisque en réalité ils seront enrégimentés, tous
enrégimentée. Eh bien, moi, je veux, dans la tradition de ce que vous disiez de cette 5e circonscription, dans la tradition de l'histoire de cette 5e circonscription, de ce qu'elle a été, être ce candidat qui rassemble le centre droit, la droite, et la droite LR qui a refusé derrière Michel Tabarot. Et je remercie Michel Tabarot d'avoir refusé d'investir la députée Christelle Dintorni, qui avait espéré avoir l'investiture, qu'il avait demandé et qui ne l'a pas eu. Son cas sera réglé, je crois, demain en bureau politique, puisqu'elle est convoquée pour en être exclue. Merci, Monsieur de Coupigny. Vous dites entre LR et les macronistes, ça flirte. Vous pouvez préciser. Pour vous, il y a une entente, clairement. Écoutez, c'est clair. Moi, j'ai entendu les têtes de gondole LR qui appelaient régulièrement à voter Front National. Front National, j'aime bien ce mot-là parce qu'il détermine vraiment... Quelle tête de gondole? Qu'est-ce que vous appelez tête de gondole? Les chefs de parti. Moi, j'ai bien vu. Bellamy, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à voter Rassemblement National s'il y a un candidat Front Populaire. Voilà. Le Front Républicain n'y est pas. C'est pas eux, c'est nous. C'est comme ça. Madame Benkemoun, tout ça, c'est des débats au sein de la droite. Ça vous intéresse d'une façon ou d'une autre? Moi, je m'intéresse à la politique, oui. Donc, je vais dire que ça ne me passionne pas. Ça me fait sourire, mais sourire jaune. Hein, parce que c'est quand même, justement, c'est aussi tout ça qui dégoûte encore plus les travailleurs de la politique, le monde du travail. Hein, alors, parlons du front républicain Enfin, on nous fait... On nous fait croire que tout se règle dans les élections et qu'il faut bien voter pour... il faut toujours battre quelqu'un, hein, voter, battre le RN, alors que c'est pas là que ça se règle. Hein, c'est pas ça le problème. Le problème, il est pour moi de redonner une confiance dans les travailleurs, dans leur lutte. Et c'est vrai que je suis un petit peu... je regarde ça de loin, vous avez raison. Hein. Comme beaucoup de gens quand même. Mais ça va pas dans le bon sens. Voilà, quand même. Monsieur Wisten, pour rassurer Madame Benkemoun, le Front Populaire, c'est quand même l'ensemble des organisations syndicales, même des ONG qui ont rejoint le Front Populaire. C'est ça aussi, oui, qui est intéressant. De voir qu'il y a aussi le monde du travail qui nous a rejoints. D'accord, votre programme, il est extraordinaire. Hein. Moi, ça fait rêver. Sauf que comment on l'applique si on ne prend pas sur les profits des entreprises? Ça fait pas rêver, c'est ce qui existait avant. On revient à une situation qui existait. L'indexation des salaires sur l'inflation, la retraite à 60 ans, le contrôle des prix alimentaires, tout ça, ça existait avant. Mais bien sûr, c'est un programme. Mais comment on l'applique? Si on ne l'applique pas par des luttes... Où l'État était un État-providence. On revient dessus, c'est tout. On retourne sur une situation passée qui était un État-providence. J'en suis tout à fait d'accord. Non, c'était pas un État-providence, c'était que... un État qui sécurise et qui protège. C'est pas l'État. Moi, je pense que la société, elle est divisée en classes sociales et qu'il y a un rapport de force dans les entreprises. Et que les travailleurs ont obtenu, on reparle de 36, puisque vous avez cette référence du Front Populaire 36, c'était pas qu'un accord électoral, c'était une grève générale qui n'a jamais été dépassée dans l'histoire. C'est ce rapport de force qu'il faudrait qu'on reprenne. Le Front Populaire créé après les manifs du 6 février. Oui, il y avait deux grands partis. Attendez, 2 secondes, je finis quand même, parce que faire croire qu'il suffit de bien voter pour que tout ça soit appliqué, alors que, justement, sans parler du patronat, sans parler de la richesse qu'il y a dans ce pays quand même, les 200 milliards de Bernard Arnault, les entreprises du CAC 40, comment on leur impose ça? Ça va être par la loi? C'est pas vrai. Oui, ça va être par des Merci luttes. beaucoup. Un mot d'abord, Monsieur Wisten, je vous en prie. Oui. Non, pardon, mais il faut quand même analyser la situation de la France. C'est-à-dire qu'on a des déficits qui sont absolument effrayants, colossaux. Et donc, on est quand même en train de fonctionner sur le système de la planche à billets qui, en Europe et notamment en Allemagne, dans les années 20, a amené un dictateur sanguinaire. Donc, il faudrait quand même arriver à gérer les budgets de manière un petit peu responsable. Voilà. Alors, effectivement, malheureusement, les poches des classes populaires sont complètement vides. Madame Benkemoun a raison là-dessus. Mais les riches sont riches. Hein. Les caisses sont vides, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Oui, effectivement, il y a des poches pleines également. Là, on est d'accord. Les caisses sont pleines. Monsieur Nofri. Vous voyez, ce débat est d'ailleurs très intéressant, et moi je l'entends. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense que Mme Benkemoun a bien résumé les choses en disant il y a 2 stratégies. L'une, c'est de dire, eh bien,
il faut changer les lois de façon raisonnable. Pour moi, il faut revaloriser la valeur travail, faire en sorte que le salaire brut ressemble de plus en plus au salaire net et que le salaire net ressemble de plus en plus au salaire brut par une baisse progressive des charges avec une gestion Les charges, ce sont des cotisations sociales. Ça fait partie du salaire. Si on baisse les cotisations sociales, on baisse le salaire. Non, pas du tout. Ah, pas si, du tout. si. On peut très bien augmenter. Il faut voir les cours d'économie. Mais non, pas du tout. Là, non, monsieur de Coupigny, monsieur Nofri, attends. Vous avez tort. Mais le pays dans lequel que vous voulez construire, c'est le pays que Mme Benkemoun décrit. C'est un pays, effectivement, de lutte. C'est un pays de guerre civile, parce que ce sera ça. Mais la lutte, c'est pas la guerre civile, c'est le débat. C'est un débat politique, c'est pas... Et votre projet amènera à la guerre civile. Mais c'est le même. Comme si on avait le couteau entre les dents. Économiquement, voilà. c'est le même. Avec l'étoile rouge, voilà, avec les yeux avec c'est la gauche qui a revenu au pouvoir. Comme en 80, on avait peur que les chars russes arrivent. Monsieur de Coupigny, je vous ai écouté poliment. La réalité, c'est que votre programme n'est pas réaliste économiquement, comme celui de Mme Dantorny. Et effectivement, on peut soit renverser la table et dire de toute façon, on ne paie pas la dette qu'on a, mais il n'empêche qu'on a une dette qui aujourd'hui est de 3 000 milliards. Si demain les agences de notation, si vous passez avec votre programme, ou si le RN de Mme Dantorny passe avec son programme, les agences de notation nous mettront 2, 3, 4% de plus de la dette. Ça fait combien? Ça fait 100 milliards? Ça fait 120 milliards par an? C'est infinançable, c'est infaisable, sauf à renverser la table, à accepter l'idée qu'on parte dans une faillite de l'État qui amènera à la guerre civile, et c'est contre ça. La guerre civile. Je fais de la politique. Oh là là, la peur, toujours la peur. S'il vous plaît, on débat intelligemment, mais on débat de façon... Non, pas avec des invectives. On a compris. Quand on voit ce qu'a été le gilet jaune, on les aura puissance 10 avec votre programme. Mais c'est pas avec son programme, mais on aura des soubresauts, parce que la crise économique, elle est de plus en plus... Madame Benkemoun, on a bien compris votre position. Donc il faut revaloriser le travail. Monsieur Nofri, merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Benkemoun, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que la défense des travailleurs, c'est suffisant comme programme pour gouverner la France ? Non, je pense que les travailleurs, c'est pas la défense. Je pense que les travailleurs, ils font tout fonctionner dans la société. Ils font tout fonctionner dans la société, hein, et ils seraient capables de gérer la société bien autrement. Hein, et que déjà, pour commencer, il faudrait que, puisqu'on parlait des caisses vides, soi-disant, qu'on ait le contrôle, qu'on ait la transparence sur ces comptes, hein, et qu'on voit quand des grandes entreprises nous disent qu'elles doivent licencier ou qu'on nous dit qu'on est endetté. Non, les actionnaires vont bien, les marchés financiers vont bien, donc c'est déjà cette transparence. Voilà, des comptes. C'est pas une défense des travailleurs. Hein, je ne crois pas. On n'a pas besoin d'avocats. Hein, le monde du travail, en fait, il est fort. Enfin, il produit tout, mais c'est dans sa tête qu'il est démoralisé et divisé. Et c'est pour ça que je combats le RN profondément et ses idées, parce qu'il nous divise encore plus en disant français, immigrés, et voilà. C'est un affaiblissement. Bien, Fabrice de Coupigny, quel serait le meilleur Premier ministre en cas de victoire de votre camp? J'imagine que votre vision est un petit peu différente de celle de LFI sans doute et du PS. Bon, d'abord, il faut laisser passer le premier tour, le deuxième tour. Voilà, tout le monde parle d'une personne, mais moi je verrais bien aussi une femme, quelqu'un qui est susceptible de fédérer, d'apaiser. Pas de nom, on verra. Un peu un chèque en blanc. C'est une question personnelle. Mais non, mais attendez, ça c'est vraiment les journalistes, vous voulez un nom. Non, mais ça veut dire aussi beaucoup. On ne se met pas derrière un godillot. Voilà. À un moment donné, il y aura des résultats, on fera des négociations, peut-être, on verra. Pour l'instant, c'est un front populaire républicain contre l'extrême droite. C'est ça. On ne pense pas à un tel ou un tel, c'est tout. Il faut gagner les élections. Ça veut dire que vous n'avez pas d'opinion vous-même là-dessus. Mais j'ai pas à avoir d'opinion. J'ai à gagner des élections. Vous avez le droit d'avoir. J'ai à faire le meilleur score possible. Je vous assure que vous avez le droit pour défendre un programme. Voilà. Maintenant, il y a des personnes, et on est en démocratie, liberté d'expression, des personnes qui se disent prêtes à gouverner. Eh bien, libre à eux. Moi aussi, je suis prêt à devenir ministre. Pourquoi pas? C'est un scoop. On l'enregistre. Non, voilà. Je vous rassure. Mais non, pourquoi pas dans cette situation. Voilà. Bien. C'est ce qu'on vous demandait. Voilà. Qui verriez-vous? Moi. Eh ben voilà. Parfait, c'est noté. Merci. Monsieur Wittsten, si le second tour oppose Madame Dantorny à l'un de vos adversaires ici présents, à qui ira votre suffrage? Alors,
Habituellement, les écologistes centristes ont eu l'habitude de ne pas se prononcer. Bon, à titre personnel, j'aurais un petit peu de sympathie pour Monsieur de Coupigny, dans le sens que nous étions quand même alliés à Nice aux élections municipales, et d'ailleurs ça a fait la démonstration que la stratégie d'union des écologistes est toujours ce qui marche le mieux. On n'a qu'à voir les élections européennes, les scores réalisés, alors qu'il y a 5 ans, dans une stratégie d'union, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, c'est clair et net. Hein. Celui qui est parti de l'union, c'est M. Governatori. Oui, mais tout à fait. Mais c'est également à cause des élections régionales, où au départ, on devait être également alliés. Et donc il y a eu des malentendus, disons ça comme ça. Voilà. Donc vous alliez avec quelqu'un qui est de gauche, ne vous pose pas de problème, contrairement à M. Governatori qui revendique son côté centriste. Je vais parler pour moi. Oui. Je n'ai pas de problème d'être allié avec la gauche, puisque déjà mon père est un élu socialiste à Tourette-le-Vence. Voilà, donc c'est pas un problème. Et puis Jean-Marc Governatori s'est allié avec la gauche quand il y avait des intérêts communs et surtout un programme commun écologiste. Voilà. Donc pour défendre l'environnement, on sera toujours d'accord pour s'allier s'il le faut. Voilà. Mais il y a des désaccords politiques. Voilà. Bien. Vous avez la parole, on vous la laisse. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la bonne idée que vous pourriez piquer dans le programme d'un de vos concurrents ? La bonne idée. Une bonne idée. Bon. Au niveau écologie, il y a des tas d'idées où on serait d'accord, donc je ne vais pas insister là-dessus. Moi, je trouve que la société, elle est quand même trop permissive. Vous voyez, par exemple, ce matin, il y a un laboratoire d'analyse médicale qui a été cambriolé cette nuit, donc en bas du boulevard de la Madeleine. Voilà. Donc, les thèmes de la sécurité... disons que nous, les écologistes centristes, on est moins naïfs que la gauche sur les problèmes de sécurité, dans le sens qu'il faut quand même sanctionner les fautes. Voilà, parce que ça fait partie surtout de l'éducation. Si les gamins qui font des conneries, on les laisse faire et on ne les sanctionne pas, à l'âge adulte, on a du trafic de drogue, on a de la délinquance. Et voilà, et pas le sens de la création de richesse par son travail, ses mains. Voilà. Bien, Monsieur Nofri, même question. Qu'est-ce que vous prendriez chez l'un de vos concurrents ? Écoutez, moi je ne réfléchis pas à ce que je prendrais chez les autres, je réfléchis Il n'y a pas de bonne idée chez les autres ? Mais bien sûr, il y a des bonnes idées partout. Alors, une bonne idée. Mais écoutez, je ne suis pas là pour vous dire lesquelles sont les bonnes chez mes concurrents. Je suis tout à fait... je peux être en phase sur certaines choses avec Madame Dantoni, je peux être en face sur certaines choses avec Monsieur de Coupigny. Un exemple ? Quelles sont-elles ces choses ? Par exemple, moi je suis un ardent défenseur de la sanction des consommateurs de stupéfiants en même temps que des trafiquants, parce que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de trafic. Par exemple, mais je peux très bien me retrouver sur plein de choses en matière d'environnement et d'écologie. Avec Jean-Marc Governatori, on a régulièrement au sein du conseil municipal des échanges quand on fait la coulée verte, quand on fait la végétalisation des cours d'école, quand on fait, etc., quand on développe les transports en commun avec la future ligne 4, la future ligne 5 au niveau de la métropole, effectivement, on peut trouver des accords partout. Mais moi, je suis là d'abord pour défendre un programme, parce que c'est pour cela, et mes idées, je vais les chercher dans la population. Et par exemple, vous voyez, il y a une idée qui me tient à cœur. Aujourd'hui, Madame disait tout à l'heure, il y a les moulins, il y a des situations particulièrement difficiles, et c'est vrai. On va en parler, bien sûr. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on a mis des centaines de millions d'euros dans la réfection des moulins, et en même temps, il faut bien voir les choses comme elles sont. La situation n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante parce que la sécurité, c'est vrai, et c'est ce que disait monsieur, et c'est ce que je vous disais sur la lutte contre le trafic. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème sur les logements sociaux. Quand vous voulez si vous voulez bien, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est un thème entier qu'on va aborder qui est très important. Monsieur de Coupigny, la bonne idée que vous piqueriez chez vos adversaires. Il y en avait une au Front National, au Rassemblement National, qui était bonne, c'était la retraite à 60 ans. Et il l'abandonne. Ça montre toute l'imposture sociale de ce parti.
Voilà, moi je constate que... Non, il ne l'abandonne pas. Hein. Si, dès qu'il a fait le petit, il a déjà son petit tour avec LR et Ciotti, hop, la première chose c'est il abandonne cette mesure de la retraite à 60 ans. Il a très largement dilué dans... Il a expliqué qu'il reviendrait sur la réforme qui a été faite. Dans la seule bonne idée de ce programme, il l'abandonne. Aujourd'hui. La seule bonne idée de ce programme, il l'abandonne. Voilà. Donc, il faut toujours préférer l'originalité, et l'origine. Hein, l'original, bien sûr, à la copie. Voilà, et non, sincèrement, le Rassemblement National et Bardella, c'est vraiment de l'imposture sociale. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'il parle de justice sociale, mais derrière, il n'y a rien. Dans le programme, il n'y a rien. Nous, on a sorti un programme, 23 pages, c'est chiffré. Hein, je le répète, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui a insisté pour dire que ce programme était réaliste, ainsi que Piketty. Voilà. Écoutez, le monde de l'économie considère que ce programme est réalisable. Merci, monsieur de Coupigny. Madame Benkemoun, même question. Quelle est la bonne idée que vous pourriez piquer à l'un de vos concurrents sur ce plateau ? Il y en a plein. Hein, je l'ai dit, le programme, il y a plein de programmes qui font rêver. Le problème, c'est comment on l'applique. Hein. On parlait de la retraite à 60 ans, on parlait d'indexer les salaires sur les prix, mais bien sûr qu'il y a des tas de bonnes idées. Mais c'est pas la vie, c'est pas des programmes, c'est pas des élections, c'est un rapport de force. Je le répète, c'est la lutte de classe, et tous les hommes politiques. Et Monsieur Bardella, c'est exactement ça justement. Hein. Il fait de la démagogie, mais au fond, qu'est-ce qu'il fait quand il recule sur la retraite à 60 ans ou sur d'autres mesures? C'est il montre à la grande bourgeoisie de ce pays, au grand patronat, hein, qu'il est capable de gouverner et qu'il n'y aura pas de remous et il sera apte à la tâche pour être respectable. Et c'est en fait tous ces hommes politiques qu'on a eus depuis 50 ans, enfin depuis 40 ans, depuis des années, ils gouvernent au service de la grande bourgeoisie et de ses intérêts. Voilà. Alors, on va revenir sur des thématiques un peu plus locales, mais avant, j'aurais une question pour vous, madame. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le minimum et 10 le maximum, à quel niveau vous estimez votre chance d'être élu ? Ah, je vais pas. Moi, je mens pas. Hein, je pense que ça sera 1. Et la question subsidiaire, en fait, c'est est-ce que ça vous dans ce rapport de force, est-ce que ça vous pose un problème ? On a l'impression que vous êtes là pour témoigner, mais en aucun cas pour être élu. Alors, justement, comme je ne mens pas, je ne vais pas vous dire que la semaine prochaine je serai élu. Par contre, en effet, si on était élu, on ne pense pas qu'on pourrait changer les choses par le Parlement. Par contre, on serait les yeux et les oreilles des travailleurs et on dénoncerait justement ce qui se passe, qu'on peut savoir, et on serait leur porte-parole. Hein. Il y a eu dans l'histoire des militants ouvriers, je pense à Jaurès, je pense à ces militants de la social-démocratie il y a bien longtemps, qui étaient ces porte-paroles-là. Hein. Ça ne changeait pas. Voilà. Cela dit, bien sûr, je ne pense pas être élu, hein, mais ça ne me... Comment dire ? Vous me dites, est-ce que ça vous démoralise ou traumatiser? Non, pas du tout. Hein. On a un petit peu l'habitude à faire des petits scores, on aimerait en faire des plus gros parce que justement, on pense que le monde du travail devrait s'exprimer pour eux. Hein. Voter les luttes ouvrières, c'est voter travailleurs. Voilà. Merci. On va passer du coup à notre premier thème sur lequel on va demander de vous positionner. La première chose qu'on voulait aborder, c'est justement l'écologie. Cette circonscription, elle est particulièrement exposée au dérèglement climatique. Elle a été frappée durement par les tempêtes Alex, puis Aline. On y débat de la bétonisation de la plaine du Var, de l'extension de l'aéroport de Nice ou encore de l'avenir des stations de ski. Monsieur de Coupigny, quelle est votre vision d'un développement harmonieux du territoire avec son environnement ? Alors, cette circonscription, elle est quand même assez hétérogène. On part de l'aéroport jusqu'au col de la Bonnette, avec 3 grosses parties. La partie quartier ouest, avec le collinaire, mais aussi les moulins, où on a de très grosses inégalités sociales, où il va falloir faire un très gros travail de répartition de richesses aussi. Après, on a toute la plaine du Var, qui a été totalement bétonnée, qui est finalement le réservoir de la bétonisation de la majorité en cours. Et puis, il y a tout ce haut et moyen pays. Et voyez-vous, qui a de gros potentiels de développement. Mais je ne pense pas qu'on agit sur le bon potentiel. C'est-à-dire qu'on va utiliser le dernier flocon de neige.
C'est quand même, on prévoit à peu près 30 à 40 millions d'euros d'investissement sur la station d'Oron ou bien sur la station d'Isola 2000 pour changer le champ de neige, pour l'élever de plus de 200 300 mètres à 2000 mètres. Le front de neige. Le front de neige. Voilà. Et finalement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que cette année, on a fonctionné sur certaines stations seulement sur quelques semaines de ski. C'est pas ça le développement durable. Le développement durable, c'est d'investir ces dizaines de millions d'euros, une centaine de millions, sur autre chose. Quelle serait cette autre chose, selon vous ? Développement. Vous savez, il y a 1 million de métropolitains, d'Azuréens. Ces gens-là montent régulièrement dans la montagne. Le ski, vous savez combien on dépense par kilomètre de ski, de piste de ski, à Oron Isola 2000 ? 10 000 euros. 10 000 euros par kilomètre de piste de ski. Pour seulement 8% de la population. Et voilà. Donc, à un moment donné, ces dizaines de millions d'euros doivent être mis pour tout le monde, pas seulement pour une activité. S'il y avait de la neige, ok, mais ce n'est plus rentable à terme. Elles sont déficitaires. Donc concrètement, mais la métropole, elle met que peut-on faire Je vais vous expliquer. La métropole, elle met 4,7 millions. 4,7 millions dans les syndicats des stations du Mercantour. Okay. Avant, elle mettait 2 millions sur le Grand Prix du Castellet, ça faisait 6,7 millions. Eh bien, 6,7 millions, c'était plus que la politique des logements sociaux, le financement des logements sociaux sur la métropole. Non, voilà, il faut dire les choses. Le ski et la Formule 1, pendant des années, le budget était plus important que pour le logement social, où on en fait la moitié. Voilà. Moi, j'essaye de lier les deux, parce qu'une politique d'aménagement du territoire, c'est pas dire je traite le développement durable, l'écologie d'un côté, le logement, le transport, la mobilité. Je suis enseignant en aménagement du territoire, donc c'est une thématique pluridisciplinaire. Tout est lié. Je vais laisser M. Gaël Nofri peut-être vous répondre la même chose. Comment peut-on développer attendez, excusez-moi, mais en protégeant, mais en développant. Dans ce que j'ai entendu, je connais les dossiers. Il y a beaucoup... Ben non, la preuve. Il y a beaucoup d'erreurs. Ah bon ? D'abord, j'entends parler de la bétonisation de la plaine du Var. Il y a une réalité. Non, mais il y a une réalité chiffrée. On peut jouer sur les peurs, fantasmer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui... C'est pas moi qui joue sur les peurs avec la guerre civile. Hein. Aujourd'hui, la plaine du Var, telle qu'elle va être aménagée, c'est 10% de terre rendue perméable. Parce que la réalité, c'est que pendant des années, il y a eu des casses auto, pendant des années, il y a eu un urbanisme complètement défait, et qu'aujourd'hui, on va y faire une coulée verte de 20 hectares, parce que, évidemment, on commence par les immeubles. On ne peut pas faire la coulée verte et mettre les immeubles ensuite dans l'organisation des choses. Mais la coulée verte a commencé, elle va se poursuivre, et en réalité, c'est 10% de terre perméable en plus, premièrement. Deuxièmement, vous attaquez les stations du Mercantour, qui pourtant font un travail extraordinaire. Je les attaque pas, je dis que le modèle économique n'est plus valable. Je vous ai écouté, monsieur de Coupigny, c'est faux. Il y a un rapport de la région qui a été demandé. Quelles sont les stations qui ont encore un avenir dans le département ? C'est Oron et Isola. C'est un rapport d'experts indépendants qui a travaillé sur cela. Ces deux stations... Je l'ai lu, ce rapport. Monsieur de Coupigny, je vous ai écouté poliment. Je vous en prie, faites la même chose. Ces deux stations qui ont un avenir. Elles ont un avenir, mais vous avez raison, il faut les diversifier. C'est pour ça que parmi les investissements que vous citez, où vous faites comme si tout allait pour la neige, ce n'est pas vrai, puisqu'on travaille sur des stations 4 saisons avec un tourisme vert, un tourisme d'été. Mais c'est ça aussi, ces stations, il faut bien que vous vous rendiez compte, quand vous allez dans la Tinée, aujourd'hui, c'est toute une économie, c'est des gens qu'on a maintenus sur place et qui continuent à vivre. Moi, j'ai parlé 1 minute, on n'est pas au Conseil métropolitain, on me répond pendant 20 minutes. Mais non, mais pas du tout. Non, au Conseil métropolitain, c'est seulement de 1 à 2 minutes. L'aménagement. Et après, la majorité, elle prend 20 minutes pour me répondre. Moi, je veux une égalité de temps de parole là-dessus. L'aménagement du territoire de cette circonscription, elle passe par une prise en compte de la ruralité, elle passe par une prise en compte de la ruralité, c'est comme urbanité, c'est des termes... Monsieur de Coupigny, on parle de campagne, de montagne, de haut pays, il faut utiliser les bons termes. De la ruralité, donc de la ruralité, et je maintiens le terme, et je sais que les gens qui y vivent s'y reconnaîtront beaucoup plus que dans les vôtres, et sur le logement, il y a un vrai problème de logement, qui touche à la fois le moyen pays et le centre-ville de Nice, avec la question des moulins. Vous m'avez dit qu'on y reviendra, donc on y reviendra. Mais pas maintenant. Mais voilà, et ce n'est pas avec les lois comme la loi ZAN
qu'ont poussé certains écologistes, qui paralysent certaines petites communes, et je dis bien petites communes, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui paralyse certaines petites communes, et on y reviendra. Merci. Monsieur Visten, sur cette question de l'écologie, est-ce que c'est un peu n'importe quoi ou est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent positives et que vous souhaiteriez développer ou modifier? Disons qu'en tant qu'écologiste, on voit quand même que notre département a quand même une population en densité très supérieure à la moyenne. Donc, évidemment, dans la logique du PIB, on fait venir de nouvelles personnes dans le 0,6. Du coup, il faut des nouveaux logements. Et donc, l'espèce humaine gagne du terrain sur les espaces naturels. Donc ça, il faut arrêter, en fait. Arrêter de construire maintenant, c'est ce que vous préconisez? Disons que le zéro artificialisation des terres, malheureusement, c'est presque une obligation. C'est dommage parce qu'en fait, sinon, ça va continuer éternellement. On fait des nouvelles routes, on fait de nouveaux immeubles, et puis des gens arrivent, et ainsi de suite. Et où c'est qu'on va aller? Donc avec vous, on arrête tout. On gèle, on ne construit plus, c'est ça? Il y a quand même énormément de friches, de bâtiments où il y a eu peut-être trop de bureaux qui ont été faits, peut-être même dans le quartier. Donc il faut rénover certains bureaux pour en faire des appartements. Je pense quand même que en fait, dans tous les cas, en tant qu'écologiste, on ne peut pas dire que l'homme a trop colonisé l'environnement. Enfin, si, il a trop colonisé l'environnement et il faut laisser aux autres espèces un peu d'espace quand même. Il y a le mercantour, mais bon. Merci beaucoup, Madame Benkemoun. L'écologie, c'est pas un thème sur lequel on vous entend souvent. Vous ramenez souvent à la lutte, aux luttes des classes, au parti des travailleurs, mais c'est quelque chose qui vous préoccupe? Bien sûr, ça nous préoccupe. Pour l'avenir de la planète, ça nous préoccupe, l'avenir, parce que, oui, bien sûr. Mais je pense que là aussi, je reviens au profit. C'est-à-dire qu'en fait, les choix qui sont faits, les choix qui sont catastrophiques, je pense au plastique qui s'accumule de façon maintenant indégradable au niveau planétaire. On parlait de la bétonisation. Alors évidemment que ça ne dure pas depuis 5 ans, la bétonisation, et c'est pas que la plaine du Var, c'est de façon générale la bétonisation des littoraux. Tout ça, ça nous préoccupe, l'avenir de la planète nous préoccupe, mais je pense que le problème, justement, c'est parce qu'on laisse les décisions prises par les grandes entreprises, sans aucune consultation des populations concernées. On nous demanderait notre avis, on demanderait l'avis, mais pas avec des consultations organisées telles qu'elles sont aujourd'hui, mais vraiment l'avis des gens qui vivent dans le bas pays, le moyen pays, le haut pays. Peut-être qu'ils auraient des idées, et beaucoup plus justes, probablement. Donc pour moi, les problèmes écologiques, ils sont gravissimes, et c'est un problème de profit et de capitalisme, en fait. Ça se ramène à ça. Bien. On va aborder un autre thème qui est très important, c'est celui des déserts médicaux. Dans nos colonnes, le maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée, Jean Mérat, dressait un constat désabusé. Il disait « Les jeunes qui font leur stage dans la vallée nous disent qu'ils ne reviendront pas ». Dans le haut pays, les professionnels de santé deviennent quasiment aussi rares que les champignons, et c'est pas peu dire. C'est d'autant plus préoccupant que la population vieillit. Donc, comment faire en sorte de repeupler tout ce secteur-là, en kiné, en médecin, en infirmier? Madame Benkemoun, vous êtes dans le médical, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que justement, c'est un problème général de la santé, et pas que des problèmes de déserts médicaux dans l'arrière-pays ou dans certaines régions de France qui sont encore plus mal loties d'ailleurs, et qui sont pourtant pas tellement enclavées. Non, c'est un problème là aussi de choix des gouvernements qui se sont succédés, qui ont fait une politique je reviens à ça, pour les grands patrons, et qui se sont désengagés des services publics, et en particulier de l'hôpital. Et on se retrouve avec une situation catastrophique, avec pas assez de médecins dans les hôpitaux, pas assez d'infirmières, pas assez d'aides-soignants. Et pour ce qui est des médecins en libéral, justement, il y a eu un numerus clausus, là aussi, sous la pression depuis des années, sous la pression de certains médecins spécialistes en particulier. Il n'y a pas assez de médecins. Après, c'est toujours habiller Pierre pour déshabiller Paul. Et on peut toujours tirer dans tous les sens, faire des lois pour essayer d'encourager les médecins à aller s'installer dans des régions moins bien loties, mais il n'y en a pas assez. La raison, elle est là. Alors que des tas de jeunes aimeraient s'engager dans des professions médicales, qu'il s'agisse de médecins ou d'infirmiers. Il y a deux facteurs. Il y a effectivement le nombre de médecins et de soignants qui est insuffisant, mais il y a aussi le fait qu'ils se concentrent au même endroit pour des raisons de confort évidentes. Comment on peut les inciter à aller dans les vallées, par exemple? Est-ce qu'il faut les obliger à y aller?
Est-ce que ça doit être une condition? C'est un peu la tarte à la crème, ça. Tant qu'il y a, bien sûr que les enseignants, on les oblige à aller bien sûr. Maintenant, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir à la fois une médecine libérale et une médecine de fonctionnaire. Moi, je serais pour une médecine de service public, complètement. Je travaille dans le service public et je pense que c'est très important. Mais on ne peut pas vouloir obliger des médecins libéraux à aller s'installer ailleurs. Encore une fois, c'est le problème numéro 1, il est du manque de médecins. Voilà. Sinon, ça va être encore des incitations fiscales, c'est-à-dire que finalement, c'est encore des cadeaux. On voit que Gaël Nofri, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. On ne peut pas obliger des médecins à s'installer? Non, c'est une vraie question qu'il faut se poser parce que là où j'étais pas tout à fait d'accord, c'est quand on est dans le libéral, c'est vrai, mais on est aussi sur des professions qui sont conventionnées avec des remboursements d'argent public, et je pense qu'il y a une réflexion à mener. Effectivement, je ne suis pas pour imposer, parce que on risquerait de décourager, alors à un moment où on en a besoin, on risquerait... Je n'ai pas dit ça, parce que je revenais sur la partie libérale pure. Je pense qu'il y a beaucoup d'abus dans le libéral, justement. Je pense qu'il faudrait, ça c'est autre chose, mais, je pense qu'il y a une question à se poser au moment, effectivement, de la formation, parce que je pense que si dans les premières années, on avait quelques années où on s'implantait sur un territoire, après avec une liberté retrouvée, peut-être que certains se rendraient compte assez facilement que la vie dans nos villages, que la vie au contact de populations qu'on connaît, aussi ça présente des avantages. La vraie question, c'est celle du numerus clausus et de l'accès des médecins. C'est la question aussi pour, non pas les médecins, mais un certain nombre d'infirmières, notamment des remboursements des actes, et notamment des actes à domicile, puisque quand on est sur des populations âgées, notamment auxquelles vous faites référence, et en milieu rural, évidemment, les déplacements, même en milieu urbain, mais en milieu rural, évidemment, quand vous devez faire 15-20 km pour aller chez une patiente, tout ça, c'est un tout. Après, il y a aussi l'incitation. Et à la ville de Nice, par exemple, vous savez qu'on développe les maisons de santé, comme d'autres communes de la métropole, on en a développé. On en inaugurera une demain ou après-demain à Saint-Romain-de-Belley, dans mon territoire. C'est un travail de longue haleine, il faut convaincre de venir, mais je crois que là aussi, il y a un rôle du local à prendre la main sur un certain nombre de choses, mais il y aura besoin d'une évolution de la législation. Merci Monsieur Visten, sur ce point-là précisément, les déserts médicaux. Oui, mais déjà, il y a un truc qui est un peu problématique, c'est que c'est un petit peu le manque de coordination des élus. Pourtant, il y a la métropole, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un centre de santé à Carros et vous en avez un à La Manda. Donc, ils sont juste à côté. C'est quand même dommage de ne pas arriver à s'accorder en amont. Pourtant, avec les procédures administratives, les projets mettent beaucoup de temps à maturer. Mais voilà, là, on arrive à ça. C'est dommage. Bon. Alors après, ça c'est immédiatement, mais bon, en tant qu'écologiste centriste, nous, on a une vision de la santé qui est complètement différente, dans le sens que comme le problème de la France, c'est que les gens sont trop malades, enfin, dans beaucoup de pays dans le monde, mais c'est la prévention de la santé, des problèmes de santé. Donc il va d'abord l'éducation à la santé depuis qu'on est gamin, voilà, connaître les vitamines, savoir se nourrir correctement, voilà, même aller avec des plantes sauvages qui ne sont pas carencées en minéraux, par exemple. Enfin, il y a des tas de choses à faire pour éduquer à la santé. Ensuite, évidemment, on va organiser les Jeux Olympiques en France et il n'y a eu aucune dynamique pour développer le sport en France depuis 10 ans, alors que, mis à part dans le 06, à Villeneuve-Loubet. Donc c'est dommage, on a un pays qui s'américanise, où les gens prennent du poids, enfin, on s'avachit complètement. Donc le début du problème de la santé, c'est on fabrique les maladies et puis après, tiens, ça coûte de l'argent. Mais on fabrique les maladies. Voilà, alors... Qu'est-ce que vous voulez dire par on fabrique les maladies ? On les fabrique par l'alimentation de mauvaise qualité. Donc l'accent plutôt sur la prévention, c'est ce qui vous préoccupe. Monsieur de Coupigny, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur les déserts médicaux, écoutez, c'est vraiment le sujet emblématique de l'accessibilité aux services publics.
C'est-à-dire que, en fait, il est tout à fait normal que quand on ait fait des études, on veuille habiter les grandes villes, là où ça bouge, etc. Moi, je suis allé manger mon pain noir comme jeune étudiant, jeune diplômé, dans des endroits un peu de campagne, un peu reculés. Et puis la première chose qu'on fait, c'est que après, on revient tout de suite dans les grandes villes. Voilà. On va vivre de plus en plus nombreux sur des territoires de plus en plus restreints. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est les grandes métropoles. Mais voyez-vous, moi je pense que c'est pour ça que quand on prend par exemple le cas des déserts médicaux, imaginons que des étudiants en médecine, on augmente le numerus clausus, et puis on paye les études de ces jeunes. On les rémunère. Et on leur dit après, écoutez, mais c'est valable pour les médecins, mais pour les ingénieurs, les infirmières, les géographes, des profs, etc. On dit, écoutez, on fait un contrat. Vous êtes rémunérés parce qu'il y a une très très grande, je dirais, pauvreté chez les étudiants. Donc on rémunère les étudiants, ils passent un contrat. Et puis après, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils rendent un service à la nation. Moi, j'ai fait mon service militaire. Je trouvais ça... Alors, c'est bien sûr contraignant, embêtant, mais je l'ai fait. À un moment donné, parce que je trouvais ça tout à fait normal de rendre 1 an de ma vie à la France. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des solutions, mais ces solutions, elles doivent être intelligentes. On ne peut pas... On ne peut pas forcer les gens. On vit dans un endroit et dans une république où on a la liberté d'implantation. Oui. Donc, il faut jouer avec ça. Donc, des fois, il faut inciter. Et il ne faut pas toujours inciter par la fiscalité, mais on peut inciter par des contrats. Un contrat moral ça entre des déjà, jeunes. ça. Oui, c'est exactement ce que vous proposez, effectivement. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord. Et je pense que beaucoup de jeunes préféreraient ça que d'aller faire leurs études en Roumanie ou ailleurs, pour échapper au numerus clausus et revenir. Peut-être que 2 ans... Là-dessus, sur les services publics. Mais ça intéresse tout le monde, les déserts médicaux. Mais les déserts d'accessibilité à la poste, au lien social, on a tout numérisé. La numérisation, elle a permis à la rationalisation, donc la fermeture des centres. Vous êtes dans des régions et des campagnes relativement reculées, et il faut faire des fois 1 quart d'heure, 20 minutes, 3 quarts d'heure pour aller chercher de l'argent liquide. Bien. Merci Monsieur de Coupigny. On va passer à un autre service public qui est aussi très, très compliqué, en tout cas dans le Haut-Pays, dans cette circonscription. On a une pénurie d'enseignants qui touche évidemment toute la France, mais encore plus les villages de l'arrière-pays niçois, avec des établissements qui peinent à trouver, mais surtout à enraciner les volontaires. On pense à Val-de-Blore, on pense à Saint-Étienne-de-Tinée notamment. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ce problème soit réglé ? Le salaire, c'est tout. Pardon, je vous propose d'y répondre relativement rapidement, parce que c'est à peu près la même problématique qu'on a vue avant, en fait. C'est le salaire. On est un des pays de l'OCDE à payer le moins nos enseignants. Attendez, comment vous pouvez vivre ici dans la région quand vous touchez à peine plus que le SMIC ? Attendez, il faut remettre l'église au centre du village quand même. Voilà, si vous voulez plus de profs, payez-les. Plus précisément dans ces établissements qui sont reculés, notamment dans cette circonscription. Oui, il faut inciter aussi. Voilà. Si vous commencez à payer les profs, comme en Allemagne, 3 000 euros, 3 500 euros quand ils commencent, parce que derrière, il faut travailler pour avoir un CAPES, une agrègue. Attendez, c'est des années d'études et de sacrifices. Et qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes ? Voilà, t'as une agrègue de maths, tu vas te retrouver là-haut. Mais attendez, il est payé à 4 000, 5 000 euros pour rentrer dans des entreprises du numérique. Il n'y a plus de profs de maths en ce moment, parce qu'ils sont tous employés par le privé. Voilà, payons plus. C'est simple. Merci, Monsieur de Coupigny. Madame Benkemoun. L'argent public pour les services publics, oui. Moi, je pense que l'argent public, au lieu d'arroser en crédit, impôt, recherche, aides différentes aux grandes entreprises, on devrait embaucher dans les services publics, que ce soit des enseignants, ou des médecins, ou des infirmières, ou des postiers. Monsieur Wisten, sur ce point-là. Non, enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Fabrice de Coupigny. Donc, les gens qui sont loin de tout, donc qui ont des frais de déplacement, il faut évidemment une indemnité compensatoire qui doit être évaluée au plus juste. Parce que c'est quand même, il y a quand même un avantage d'être à la montagne, vous respirez du bon air. Et le logement est moins cher. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu. Ouais. Tout à fait. Monsieur Nofri. Mais écoutez, un peu différent, quoique, je dirais, je reciterai le slogan d'un ancien président de la République, il faut travailler plus
et gagner plus. Je pense qu'il faut augmenter le nombre d'heures. Non, on ne travaille pas Non, les mais profs. non, il faut- Non, on travaille Les pas. Je enseignants pense qu'il faut ne travaillent travailler. pas assez. Vous Ouais. allez, c'est pas que les enseignants ne travaillent pas assez. Je suis fils d'enseignant, donc c'est pas à moi qu'il faut me dire le travail que font les enseignants. Mais je pense que effectivement, il faut peut-être réduire le nombre de certains congés. Il faut peut-être regarder C'est pas vrai. Mais et c'est pas en même vrai, temps ça. augmenter. Et en Non, même mais temps, oh là augmenter. Je vous ai écouté, monsieur de Oui, Coupigny. mais les profs, Non, mais ils travaillent pas, ils sont toujours je en ne vacances. vous ai jamais dit que les profs ne travaillent pas. Mon père est prof, ma Mais belle-mère c'est est prof. sous-entendu, on le voit je très suis bien. fils d'enseignant et je Oui, sais non, ce que bah, c'est. aucune- Et je sais c'est pas à un quel argument, point ça. Laissez ils ont- monsieur Nofri et je sais à argumenter. quel point des enseignants mouillent le maillot au quotidien, à quel point c'est difficile dans certains quartiers, et pas seulement dans les montagnes, et pas seulement dans notre arrière-pays, mais aussi dans les quartiers compliqués. Et je pense qu'effectivement, si on réfléchissait à cette problématique à la fois du travail et en même temps du salaire, parce que oui, il faut beaucoup augmenter les enseignants, c'est une réalité, il faut en même temps et augmenter les enseignants et augmenter la capacité de travail, ça permettra aussi d'attirer de nouveaux profils, notamment dans les quartiers difficiles. En tout cas, je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais ils méritent un salaire bien plus haut. Il faut surtout embaucher. Alors, avant de passer au thème de la sécurité, juste un point important, monsieur Nofri, le salaire des enseignants a été divisé en fait en de nombre de mois supérieurs, ce qui pour tenir compte des vacances, ce qui fait que les enseignants sont moins payés en France parce qu'ils ont des vacances. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous réduisez leurs vacances, ça suppose effectivement mais donc, une très forte hausse de mais salaire. c'est ce que je viens de vous proposer, exactement, je crois. Je vous remercie. On parle de la sécurité, si vous le voulez bien. On a dans cette circonscription le quartier des Moulins qui est à l'ouest de Nice, où les faits divers s'enchaînent, se ressemblent souvent. Des fusillades, parfois à l'arme automatique. Dans ce quartier gangréné par toutes sortes de trafics. Pourtant, des efforts ont été faits. Vous l'avez évoqué, monsieur Nofri, notamment au niveau de l'urbanisme. C'est un quartier qui a connu un surcroît d'effectifs de police, des vigiles privés qui ont été déployés, sans résultat probant. Que faudrait-il faire pour apaiser un quartier où les populations sont évidemment en demande et en souffrance? Et je vous propose, excusez-moi, avant de vous laisser répondre, un petit exercice. On va essayer de traiter ça rapidement. Le problème est complexe, j'en suis parfaitement conscient, mais sinon on va être obligé de sacrifier d'autres thèmes. Donc monsieur Nofri, vous avez la parole rapidement, s'il vous plaît. Je vais faire le plus rapidement possible, mais pour moi c'est le sujet majeur, et j'ai des propositions mais une proposition de loi, parce que le député, c'est une proposition de loi. Et moi, j'en ai deux. La première, c'est la lutte contre les trafiquants de drogue. Aujourd'hui, je le dis, il faut que l'on ait une systématicité. Quand on est trafiquant de drogue, qu'on est arrêté, eh bien, on doit dormir en prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et si on débarrasse ces quartiers des trafics de drogue qui empoisonnent le quotidien des gens qui vivent et travaillent là-bas, ce sera déjà un point. Le deuxième chose, je voulais parler tout à l'heure, c'est sur le logement. Moi, je suis persuadé que sur le logement social aujourd'hui, personne ne veut des logements sociaux en bas de chez lui. Malheureusement, à chaque concertation publique que l'on fait, c'est tout ce qui nous revient. Et en même temps, on a besoin de logements sur notre territoire. C'est une réalité aussi. Je pense qu'on a un problème dans l'attribution des logements. Il faut changer la loi. Il faut que l'attribution des logements soit en majorité dédiée pour une part, et ça rejoindra d'ailleurs notre sujet précédent, pour une part aux travailleurs et aux retraités ayant travaillé, c'est-à-dire aux gens qui ont cotisé, mais en même temps qui vont vivre différemment le quartier, qui en plus, et je le dis, vont y trouver un gain de pouvoir d'achat, parce qu'une baisse du logement, parce qu'aujourd'hui on a du mal à se loger sur la Côte d'Azur, et pour une part aussi significative, à des fonctionnaires affectés au département. Ça peut être des infirmières, ça peut être des policiers, ça peut être etc., etc. Mais je crois que ça permettrait à la fois de mieux tenir ces quartiers, et en même temps d'offrir une capacité de pouvoir d'achat supérieure à ceux qui ont besoin de vivre de leur travail. Et aujourd'hui, c'est compliqué avec les prix des loyers sur la Côte d'Azur. Merci beaucoup, monsieur de Coupigny. Bah écoutez, moi je vois une réponse en 3 points. D'abord, c'est un problème de santé publique, sociale, et bien sûr, de répression. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien sûr lutter contre les trafics en tout genre, mais il faut aussi limiter la demande. Pourquoi il y a des trafics? C'est parce qu'il y a une demande. Pourquoi les jeunes ou une certaine population demandent des stupéfiants? Donc là, c'est vraiment un travail sanitaire, de proximité, qu'on doit mener avec plus ou moins la jeunesse,
là-dessus, qui consomment ces stupéfiants. Après, il y a une réponse sociale. Pourquoi il y a ces trafics ? Parce qu'à un moment donné, il y a une population qui est un peu délaissée et qui va se mettre sur ce trafic pour pouvoir tout simplement avoir des revenus. Donc il y a une réponse sociale. Et puis, il y a une réponse aussi répressive parce qu'on ne laisse pas des voyous prospérer dans un quartier. Voilà. Et la réponse... Nous, on n'est pas responsable de cette situation. Quand je voyage en Europe, moi, je vois régulièrement des policiers patrouiller à pied dans les rues. Ici, à Nice, on voit des policiers uniquement sur la carte postale. Moi, je vois pas. Vous ne pouvez pas dire ça de nos policiers. Non. On a une police qui fait son travail courageusement. Mais à pied, monsieur. Venez un peu au moulin. Tout le temps. Je vous ai pas coupé. Maintenant, on va parler sur la police de proximité. Quand je suis à Londres, à Berlin, à Zurich, à Genève, etc. Quand je marche dans la rue, je croise toujours des policiers à pied sur le trottoir. Et quiconque voyage en Europe voit ça. Et il y en a à Nice. Non. Et il y en a à Nice. Oui, vous ne pouvez pas dire à Nice, uniquement sur le Vieux-Nice et sur la carte postale. Moi, je ne les croise pas à pied, sur les boulevards de Riquier, etc. Ils sont en voiture, ils patrouillent. Mais ce que je veux dire par là, pourquoi la police de proximité, c'est important ? Parce qu'il faut un travail de renseignement dans un quartier. Il faut un travail de renseignement. Et cette police de proximité a été supprimée en 2007. Et je pense sincèrement que si on mettait... Moi, je considère que le bleu dans la rue, ça fait partie aussi de la République. C'est-à-dire que tout citoyen a le droit à la sécurité. Voilà. Merci beaucoup, Madame Benkemoun. La sécurité, c'est un problème qui vous préoccupe ? Alors, la sécurité, moi, je vais d'abord vous dire que pour moi, la première sécurité, c'est l'insécurité sociale. L'insécurité sociale pour des tas de gens qui ne savent pas s'ils vont avoir un boulot le lendemain, s'ils ne vont pas être licenciés. À Carros, il y en a eu quand même un certain nombre de licenciements, puisque vous êtes de Carros, dans la zone. L'aéroport, au moment du Covid, il y a eu des tas de gens qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui font des boulots qui, du jour au lendemain, on en est là aujourd'hui. Donc l'insécurité, déjà, c'est ça. Alors après, les moulins, justement, je connais bien. Ça me gêne vraiment la façon dont vous parlez tous des moulins, comme si c'était, bon, alors eux et nous. Non, c'est des travailleurs, ce sont des gens qui bossent, qui élèvent leurs enfants. C'est suffit de leur dire qu'ils sont responsables. S'il y a des émeutes, c'est qu'ils ont mal élevé leurs gamins. Si les gamins ont des problèmes de santé, c'est qu'ils ont mangé trop de Coca-Cola, bu trop de Coca-Cola, mangé des chips parce que les parents ne sont pas responsables. C'est quand même cette société qui est responsable. Hein. Et pour ce qui est de la drogue, hein, excusez-moi, la drogue, ça rapporte. Les armes et la drogue, c'est quand même les secteurs qui rapportent le plus dans le monde. Hein. Alors, il y a les petits, au bout du compte, les petits trafiquants, mais les containers qui arrivent du Maroc, d'Amérique latine, etc., hein, qui rentrent par les ports de Marseille, par les ports du Havre, ben ça, c'est des gros trafiquants, et ça rapporte énormément. Donc, si vraiment on voulait s'attaquer à la drogue, aux drogues, parce que l'alcool, c'est une drogue, le tabac, c'est une drogue, il n'y a pas que les drogues illicites, hein, on s'y prendrait bien autrement. Donc, ça suffit de dire toujours les petits. Merci beaucoup, Monsieur Wisten, sur ce point-là. Oui, alors déjà, l'insécurité, c'est quand même beaucoup lié au fait que beaucoup de jeunes, en fait, n'ont pas réussi à se construire intellectuellement et d'avoir un projet, donc une vision, d'aller vers quelque chose. Ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de travail, c'est surtout ça, ils n'ont pas de perspective. Voilà, mais ça, c'est l'aboutissement après, mais quand on est, par exemple, moi, quand j'étais adolescent, il y avait un club de sport, c'était de l'haltérophilie, je passais beaucoup d'heures là-bas, et puis donc il y avait toute une vie sociale là-dedans. Et franchement, oui, j'étais toxicomane au niveau des endorphines, effectivement. Mais ça c'est des bonnes... Ils y vont, la salle de sport, les gens. C'est une bonne drogue, ça. Mais il y a un tissu associatif qui, en matière de sport au Moulin, fait un travail admirable. C'est pas ça le problème. Aujourd'hui, les trafiquants de drogue, ce sont, pour tous ceux qui sont arrêtés régulièrement, ce sont des immigrés sans papier, venus de Tunisie, qui ne sont pas au Moulin, qui n'habitent pas au Moulin et qui pourrissent la vie des gens qui habitent au Moulin. C'est vrai que c'est trop tard. Après, quand les gens se sont installés dans cette activité et qu'ils en tirent des revenus, donc pour faire le chemin arrière, c'est pas facile. Par contre, une petite chose quand même, je comprends pas. Nice est une des villes où il y a le plus de caméras. Et donc on est quand même en échec là-dessus. Donc ça rapporte aux vendeurs de caméras. Oui. Enfin, des caméras. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Et là aussi, il y a de la pédagogie à faire. Il ne faut pas faire de la démagogie en disant il y a des caméras, il y a de l'insécurité. Les caméras, elles servent à élucider
des affaires. Elles ne servent pas à empêcher des affaires et aucune caméra ne permettra d'empêcher des affaires. Elles servent à élucider. Et aujourd'hui, vu le nombre de réquisitions, heureusement qu'on a les caméras pour pas qu'on devienne Marseille. Merci beaucoup, Monsieur Nofri. On va finir avec un petit peu plus de légèreté avant de vous laisser la parole à chacun pour vous adresser directement à vos électeurs. Olivier. Alors, je voulais d'abord poser la question à Monsieur Wittsten. Est-ce que vous pourriez nous donner votre endroit préféré et celui que vous détestez dans cette circonscription? L'endroit préféré, c'est-à-dire que, on va dire préféré, gamin j'étais à Tourette-le-Vins, donc avec cette cuvette avec les montagnes autour, donc j'ai toujours aimé cet endroit, le quartier La Royère, le fond de vallée, de Vallon, donc voilà, c'est la nostalgie de l'enfance. Et celui que vous n'aimez pas? Celui que je n'aime pas, je n'ai pas un endroit spécialement que je n'aime pas. Voilà. Disons que je n'aime pas être en voiture à Nice, alors que je conduis beaucoup, parce que ça ne date pas de l'époque actuelle, ça date d'avant, de l'époque de M. Perra, où c'est devenu vraiment un enfer, justement dans le sens que les caméras étaient là pour même le petit livreur du coin, genre, en 2 minutes, il se prend une prune. Enfin, il y a un état une forme d'état de guerre qui a été mis en place à cette époque-là. Et à la limite, je dirais du bien de M. Estrosi, dans le sens qu'il a presque un petit peu amélioré les choses. C'était encore pire avant. Mais enfin, c'est pas encore bien. Mais voilà. Merci. Monsieur de Coupigny, même si on a notre propre idée évidemment, où mange-t-on les meilleurs raviolis dans cette circonscription? Oh là là. Écoutez, il y a plein d'endroits où on mange des bons petits ravioles, etc. Bon, soit vous les achetez, je connais pas les noms des magasins. Moi, Votre je les achète. préféré, peut-être un restaurant ou Je sais pas, moi j'aime bien les raviolis Gonzala au Loucalou, juste en face de la mairie. J'y mange régulièrement. Ils sont vraiment bons, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas dans la bonne circonscription? Non, je sais pas la bonne circonscription. Madame Benkemoun, pour vous, le plus beau panorama de la circonscription, quel est-il? Je suis allée coller mes propres affiches à Castagnier et c'était pas mal quand même. La Roquette-sur-Var aussi, un très beau panorama. Monsieur Nofri, pour organiser un rendez-vous amoureux, qu'est-ce que vous recommandez? Bonne question. Alors je vous dirais... Vous me remerciez de l'avoir posé. Je suis marié et mon épouse est enceinte, donc je n'organiserai pas de rendez-vous amoureux en ce moment. Mais, avec votre épouse? Avec votre épouse? Avec mon épouse, mais une fois qu'elle aura accouché, parce qu'à 9 mois, je ne vais pas monter dans les montagnes, mais je vous proposerai peut-être le col de la Bonnette, où j'étais il y a quelques jours pour y voir les marmottes, ou la Gordolasque, où j'étais hier avec Paul Bureau, le maire de Roquebillière, avec ses cascades et cet aspect reposant. Donc voilà, soit la vallée de la Tinée, soit la vallée de la Vésubie, au choix de chacun. Mais notre territoire regorge d'endroits où il fait bon vivre et où on peut passer des moments privilégiés à deux, et en famille aussi d'ailleurs. Bien, merci beaucoup. Pour finir, vous avez chacun 30 secondes pour expliquer à vos électeurs quelle serait la bonne raison ou les bonnes raisons de voter pour vous. On commence par vous, Monsieur Nofri. Eh bien, à l'occasion des élections législatives et de son premier tour, vous avez finalement 2 choix. Celui de Christelle Dintorni, la députée ralliée au Rassemblement national, qui vous propose une politique économique auquel elle-même ne croit pas, une politique qu'elle n'assume pas, et son absence ici l'a prouvé. Vous avez un deuxième choix, c'est celui d'un élu de droite républicain, ancré dans les mandats, ancré dans la réalité locale, qui est venu sur l'ensemble de cette vaste et circonscription compliquée. Les 30 secondes sont terminées, Monsieur Nofri. Et qui porte, s'il vous plaît, un projet à la fois d'union de la droite et du centre au niveau national, et un projet de défense du territoire tel que nous l'avons porté à la métropole avec Christian Estrosi. Monsieur Wittsten. Bon, j'aime pas trop ça, mais je vais quand même faire un petit peu de politique politicienne. L'écologie au centre a fait un accord politique avec l'UDI de Jean-Luc Borloo, où à l'époque il y avait Bernard Tapie, et voilà.
Donc nous, l'écologie au centre avait pour vocation d'essayer de rassembler tous les écologistes. Effectivement, sur la position proche de l'extrême gauche, on ne peut pas rassembler tout le monde. Donc pour sensibiliser tout le monde, voilà. Enfin, j'allais me répéter, donc c'est pas bon. Donc voilà, voilà, simplement, il faut que l'écologie puisse faire un bon résultat, puisque les décisions qui seront prises ensuite dépendront de plus l'écologie progresse et plus notre environnement et notre santé va s'améliorer. Voilà. Merci. Madame Benkemoun. Eh bien, je m'adresse aux travailleurs pour dire que si vous voulez dire non à la politique de Macron qui a mené une politique en faveur des grands patrons, non à la politique future du RN qui divise les travailleurs en fonction de leur nationalité, de leur race, de leur religion, et que si en même temps vous ne croyez pas aux énièmes promesses de la gauche qui a mené exactement la même politique depuis plusieurs années, eh bien votez pour votre camp, votez pour ceux qui disent qu'il faudra se battre dans les entreprises, qu'il faudra se battre partout pour changer cette société qui nous amène à la catastrophe. Votez pour Lutte ouvrière. Merci Monsieur de Coupigny. 30 secondes également. C'est très simple. Pourquoi voter pour le Front populaire ? Parce que tout simplement, nous représentons un front populaire, républicain, social. Il faut bien comprendre une chose, on n'attendra rien du Rassemblement national en matière de justice sociale. Le camp de la justice sociale, c'est le nôtre. Voilà. Indexation des salaires sur l'inflation, la retraite à 60 ans, le travail sur les services publics. Voilà. Ce sont les enjeux. Voter, pour nous, c'est voter contre l'extrême droite. Voilà. Et pour une France, tout simplement, libre, égale et fraternelle. Merci beaucoup, merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci à nos invités, évidemment, et merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez qui ont réalisé cette émission. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.